pandémie, puis aussi avec la journée Belle cause pour la cause. Donc, je pense que la conférence de Christophe est vraiment à point. Donc, on va parler aujourd'hui de l'université sans le corps. Quel avenir pour la pédagogie universitaire au temps de la pandémie? Donc, notre conférencier ce midi, on a la chance d'avoir Christophe Point, qui est doctorant en philosophie de l'éducation en co-tutelle la direction d'Éric Prérat de l'Université de Lorraine en France et de Luc Bégin de l'Université Laval, là, ici à Québec. Il est également membre de l'équipe de NEV, Normes et valeurs du laboratoire LISEC, qui est le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Donc, Christophe, bienvenue. Merci d'être avec nous ce midi. Je vais, dans le fond, laisser la parole à Christophe pour sa présentation et à la suite de sa présentation, pour avoir une période de questions ou de discussion. Si vous voulez intervenir là, sur des sujets, j'avais des questions particulières que vous voulez poser à Christophe, mais ça va lui faire plaisir. Là. Vous pouvez soit les poser en ouvrant votre caméra, votre micro, ou dans le chat, dans le fond, puis je vais lire les questions à ce moment-là. Donc, merci Christophe, c'est à toi. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci pour cette occasion de présenter un sujet qui est vraiment d'actualité puis qui, en tout cas, moi, me touche vraiment à cœur. Je ne sais pas si tout le monde m'entend comme il faut, si le son est correct pour tous. Est-ce que s'il y a des plaintes, manifestez-vous. Moi, ça va. Tout va bien, Christophe. Tout va bien. Tout va bien? Bon, ouais, parfait. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui, je vais essayer de le dire de façon la plus claire possible, mais je sors de 4 heures de cours en distance, justement, à l'Université de Saint-Étienne où j'enseigne. Et du coup, là, je commence à avoir la fatigue qui s'accumule un petit peu. Mais je vais essayer quand même d'être le plus clair possible et puis que ce soit assez structuré pour qu'on puisse en discuter après entre nous. Et en introduction, j'aimerais commencer par un constat. Le constat que l'université, qui est quand même une institution millénaire, s'est retrouvée fermée en quelques jours avec cette crise pandémique du Covid. Cela s'est fait quasiment sans violence, sans scandale, sans bruit. Et si on peut considérer ça comme une défaite quasiment totale, si on considère l'université d'un point de vue terrestre. C'est-à-dire que d'un point de vue terrestre, le lieu physique de l'université s'est vidé, le corps des universitaires, des membres universitaires était absent, et il n'y a pas eu de particularité suivant le territoire. Toutes les universités, en tout cas à ma connaissance, ont fonctionné un peu de la même façon. Donc cette défaite montre aussi la victoire d'une idéologie particulière, celle de l'université liquide. Ici, entendez liquide par numérique. Et je voudrais poser aujourd'hui la question des conséquences de cette guerre des imaginaires sur la pédagogie universitaire, mais l'université au sens large aussi. Avec vous aujourd'hui, c'est le thème de cette intervention. Pour préciser un petit peu mon point de vue par rapport à ce travail, j'aimerais vous dire au moins que je viens de finir une thèse sur l'université d'un point de vue pragmatisme. Donc, je me suis beaucoup intéressé à l'université au début du XXe siècle, mais c'est pour ça que je m'intéresse maintenant à celle de nos jours. Je tiens aussi ce propos à partir de mon point de vue en tant qu'actuel enseignant dans une université. J'enseigne à l'université de Saint-Étienne en sciences de l'éducation. Donc, mon propos portera plus précisément sur cet aspect-là des cours. Mais voilà, j'appartiens au problème en quelque sorte. Et mon point de vue est aussi un point de vue français du fait de l'actualité des universités françaises. Et donc, je connais moins bien l'université québécoise ou canadienne. C'est difficile d'avoir une veille sur cet ensemble aussi diversifié d'universités. Mais voilà, je vais essayer de tenir un propos qui, j'espère, fera un écho à la situation canadienne. Voilà pour mon point de vue, on va dire pratique, et puis ensuite pour mon point de vue, on va dire intellectuel, j'aimerais développer ici les concepts qui vont être développés sont encore en construction, et puis appartiennent à plusieurs influences. C'est-à-dire que mon champ théorique va
se déployer à travers la soma esthétique de Richard Schusterman, donc un philosophe pragmatiste qui travaille sur la question du corps à partir du soma. Je vais travailler aussi avec des concepts qui viennent de l'écologie, de l'éthique écologique contemporaine. Donc là, je pense aux travaux de Isabelle Stenger, Vinciane Després, Bruno Latour, Baptiste Morisot. On pourra en reparler ensuite. Et puis, dernière champ théorique, c'est l'épistémologie du point de vue situé, donc ce qui est propre aux travaux de Donna Haraway ou du féminisme-constructivisme. Donc voilà un peu mon champ de pensée pour pouvoir vous repérer facilement. Et puis, pour le plan de ce que je veux dire aujourd'hui, je vais développer une réflexion en 3 étapes. Tout d'abord, essayer de dresser avec vous le constat et puis des hypothèses pour répondre à la question pourquoi l'université a si peu résisté à cette mise en place de l'enseignement à distance et du confinement. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais voir les conséquences de cette fermeture. Qu'est-ce qui se passe lorsque le corps devient absent ou banni de l'université? Qu'est-ce qui concrètement se met en place et que l'on peut observer, qu'on commence à observer maintenant au bout de quelques mois? Et enfin, en troisième partie, des pistes pour après. Donc, réfléchir plutôt au niveau des fictions, des histoires, des possibles à construire au temps de la pandémie, pour sortir un peu du bilan un peu sombre de cette période pour la pédagogie universitaire. Alors, une fois cette introduction dite, commençons directement par ce premier temps. Pourquoi l'université a si peu ou si mal résisté au confinement dû à la pandémie? Donc, j'aimerais d'abord développer quelques hypothèses qui peuvent expliquer, en tout cas qui peuvent rendre compte de ce passage si docile de la fermeture des locaux et du passage numérique dit du distanciel. Pourquoi ce changement, en effet, qui dépasse le cadre pédagogique, a été si facile, si évident et, au fond, si peu réfléchi par les enseignants et les étudiants? Il y a ici plusieurs hypothèses qui se renforcent mutuellement et qui varient en importance suivant les situations. J'aimerais vous les présenter, en tout cas quelques-unes, un peu dans le désordre. La première hypothèse, elle est culturelle. Pour le dire simplement, dans les démocraties libérales occidentales, la culture du soin, du respect d'autrui et du respect de la loi a fait en sorte qu'on a respecté de façon assez majoritaire les mesures sanitaires, à la fois par civisme, par conviction d'humaniste ou par crainte des sanctions légales. C'est un mélange de valeurs qui s'intriguent et s'irriguent les unes les autres, mais en un mot, on peut dire que l'opinion a culturellement accepté la fermeture des universités. Le rôle des médias dans ce culturel serait à explorer, mais pour le dire rapidement, la valeur de la santé collective, construite sur la préciosité de la vie individuelle, a culturellement prévalu aux valeurs d'indépendance du savoir, de la liberté d'apprendre et de l'autonomie universitaire. On peut dire que nos cultures démocratiques ont fait en sorte que cela est apparu de bon sens de fermer, même temporairement, l'université à cause de cette pandémie. Deuxième hypothèse, une hypothèse sociologique. Alors là aussi, pour le dire à grands traits, il faudrait développer, on peut dire que le milieu socio-professionnel des enseignants-chercheurs des universités occidentales est un milieu qui est compétitif, car les places sont rares. Ainsi, la précarité des entrants, donc nouveaux venus, et cette compétitivité du milieu valorisent les logiques et les comportements individualistes, voire carriéristes. Et le passage au distanciel, qui économise des trajets, qui économise des efforts et puis des devoirs pédagogiques, fait donc gagner du temps à ces enseignants pour leur recherche. Et comme la recherche est majoritairement ce par quoi ils sont évalués par leurs pairs, le numérique a été accepté par les enseignants-chercheurs dans la majorité des cas. On a bien sûr, et moi le premier, on a un peu râlé, on a un peu revendiqué notre désaccord, mais finalement,
Avec le recul, et je m'inclus dedans, j'ai trouvé notre profession relativement docile, car chacun de nous se sait menacé avec un espace de liberté limité. Donc ça, il faudrait le développer. Mais c'était pour l'hypothèse sociologique. Une troisième hypothèse à réfléchir aussi, c'est l'hypothèse épistémologique. Alors là, j'en reparlerai plus tard, mais on peut de manière générale dire que les études universitaires, en tout cas actuellement et dans l'espace francophone, adoptent un consensus épistémologique général, celui d'un universalisme épistémique. C'est-à-dire que la validité d'une connaissance ne dépend pas du lieu, de la localité où cette connaissance est émise ou transmise. C'est dire que 2 plus 2 égale 4 est valable, quel que soit le lieu où cela est dit. Dans ce cas, l'enseignement de cette connaissance peut se faire soit chez soi, soit sur un campus. Cela est d'égale valeur. Si le lieu n'intervient pas dans la production de la connaissance ou dans la transmission de la connaissance, alors elle peut être émise de n'importe où. Ainsi, la recherche et l'enseignement universitaire ont donc pu paraître ne rien perdre en qualité sur le plan épistémologique en passant à distance, en devenant en quelque sorte alocal ou, pour utiliser un mot de Bruno Latour, déterritorialisé. C'est-à-dire que la connaissance a trouvé une existence qui ne dépend pas du territoire, qui ne dépend plus du territoire. Ainsi, le passage à distance a paru facile. Quatrième hypothèse, hypothèse technique, là c'est peut-être la plus simple, et c'est dire tout simplement que si l'université a pu fermer et passer en distanciel, cela a été possible car techniquement les enseignants-chercheurs et les étudiants avaient le matériel et le savoir-faire prêts pour ce nouveau mode de fonctionnement numérique. À quelques difficultés et à quelques variables près, on peut dire que ordinateur, boîte mail, logiciel, dans sa majorité, les outils étaient déjà là et partagés. Il faut donc prendre acte, à mon avis, de cette éducation numérique que nous partageons et interroger ses finalités. Qu'est-ce que ces technologies nous rendent capables de faire ou de ne pas faire? Ici, je pose juste comme jalon de réflexion de dire que ces technologies numériques me permettent de nous voir à l'autre bout de la planète, c'est ce qui se passe actuellement, mais elles canalisent mon attention dans une économie de l'attention qui a fait l'objet de travaux déjà, pour dire qu'à un certain point, il me paraît normal d'ignorer l'identité de mon voisin qui habite à 50 mètres d'ici, mais par contre de connaître très bien et de pouvoir continuer une relation avec des gens à l'autre bout de la planète. Donc ce décalage aussi me paraît intéressant à noter, et en tout cas montre qu'il a été possible de passer au distanciel sans difficulté, en général. Enfin, cinquième hypothèse, hypothèse politique. Là, ici, il s'agit simplement, on va dire, de dire que les universités ne sont plus des lieux de formation politique de leurs membres. En tout cas, pas tels que cela l'était dans les années 70. Pour des raisons très complexes, et je ne rentre pas dans ce champ de recherche, l'université occidentale, moderne, contemporaine, a peu à peu centré sa sociabilité sur l'apprentissage des connaissances et des compétences, en écartant de la réflexion et du travail de l'enseignant la question de l'acquisition des valeurs politiques. Ces valeurs politiques ne sont plus transmises ou valorisées de façon consciente et organisée, ça peut se faire de façon impersonnelle, de façon indirecte, mais plus de façon consciente et organisée. Ainsi, il n'y a pas eu, ou presque, de contestation collective et politique de la part des universitaires contre le confinement et le distanciel. Car le caractère politique de ces mesures n'a pas été mobilisé au sein d'un discours établissant un rapport entre les universitaires et les valeurs politiques. Donc ces valeurs politiques, on pourrait imaginer des valeurs qui se revendiqueraient de la démocratie, de la liberté, de la condition même du savoir, mais ces valeurs n'ont pas été mises en,
mise en contact avec la condition des universitaires, leur profession, ce qui fait que la mesure de fermer l'université, de passer au distanciel, a été quelque part imposée de façon administrative et sans que cela fasse l'objet d'un débat ou d'une réflexion politique de la part des enseignants et, a fortiori, des étudiants. Et cela parce qu'il n'y avait plus de formation politique organisée, on va dire. Enfin, une dernière hypothèse que je pourrais dire plutôt prospective, c'est dire que l'université est devenue un lieu dont les membres ne se racontent plus entre eux leurs histoires communes. Ou lorsque l'on fait et lorsque l'on partage son récit, on met en commun des histoires et on permet aux membres de ce partage de créer en commun de nouvelles histoires. Et parmi ces histoires, il y a les histoires et les imaginaires du lieu même. Chez vous, on pourrait dire que quelque part, je dis ça en touriste, que ce serait quelqu'un comme Fred Pellerin ou des chansonniers qui serait un bon exemple de cela. Dire que lorsque l'on est capable de se raconter des histoires, de se refaire souvenir des idéaux, des projets, des histoires en sens général, on est capable d'en créer des nouveaux et en tout cas de favoriser la production de nouvelles histoires. Or, à l'université, ça ne se fait plus. Ou alors, c'est l'histoire d'une perpétuelle défaite. Ainsi, dans ce cas, notre imaginaire d'universitaire a été colonisé, contaminé par d'autres imaginaires. Et donc, on ne se raconte plus quelle est l'histoire de l'université, quels étaient les projets, les rêves, les idées de l'université. Et donc, dans le cas de cette pandémie, l'imaginaire, parmi tous les imaginaires qui existent, qui a fait une énorme avancée, c'est l'imaginaire de l'université liquide. Et c'est elle qui est passée, qui a fait en sorte que l'on est tous passés dans un enseignement à distance, un enseignement numérique. Alors, quel est cet imaginaire de l'université liquide? L'université liquide, pour la définir de façon simple, là aussi, on pourrait dire que c'est une université qui est constituée en réseau, qui est connectée, qui est en constante interception avec son extérieur, en perpétuelle redéfinition, qui favorise le flux croissant d'informations et où ce n'est plus le contenu qui est valorisé, mais la dimension du flux d'informations. Donc là, je renvoie aux travaux de Bauman sur la vie liquide en 2013. Il y a également une thèse de Céline Horner en 2019 qui parle de cette université liquide, qui était pour l'instant quelque chose d'assez marginal dans les imaginaires d'université, mais cet imaginaire nous rend possible ou nous rend souhaitable l'idéal d'une université dématérialisée, où il n'y aurait plus de locaux physiques ou de campus, même plus de boîtes aux lettres, mais où chacun travaillerait chez soi, dans son espace privé, et où l'espace public n'existerait plus que virtuellement, avec des cours en ligne. Donc les étudiants ne se déplaceraient plus ni pour l'inscription ni pour des cours, recevraient leur diplôme directement par la poste, mais tout pourrait se faire sans avoir un lieu physique commun. C'est un imaginaire qui émerge au début des années 70, à un moment où la science créera une technologie qui libérera l'information et la connaissance des contraintes de l'espace et du temps. Je pense que cela est proche d'une certaine version du transhumanisme, c'est-à-dire une version de l'homme où l'homme apprendrait en dehors de toute contrainte spatiale et temporelle. Donc, je pense que vous avez un exemple de cela, ce serait le film des sœurs Wachowski, Matrix, où dans le premier volet de la trilogie, on a le héros qui apprend le kung-fu directement par transmission d'un savoir par disquette. Et donc, sans avoir de contrainte de temps ou de lieu, l'apprentissage du kung-fu se ferait instantanément. Cet idéal-là, elle met en œuvre une certaine conception de l'intelligence humaine, conception qui serait proche de celle d'un ordinateur. Et dans ce cas-là, l'apprentissage est une perte de temps qu'il faut réduire au maximum, ce qui justifie le fait de réduire, là aussi, la perte de temps d'un transport que demande le déplacement d'un lieu à un autre. Ainsi, l'idée d'une université sans territoire devient une évidence.
si se déplacer d'un territoire à un autre, d'un lieu à un autre, prend du temps, et que si ce temps est précieux, supprimons-le. Et si en plus chacun pourra avoir le même contenu, la même qualité à égalité à tous les autres, malgré leurs différences de lieu, etc., de temps, dans ce cas-là, ce serait encore mieux. Donc l'université liquide, c'est un imaginaire d'université qui est à la fois sans corps et sans territoire. Et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer maintenant pour ce deuxième temps de ma présentation, où je présenterai quelles sont les conséquences d'une université confinée. Où la question en fait, qui est ici sous-tend ce titre, c'est que se passe-t-il lorsque le corps devient absent ou banni de l'université? Alors, parlons tout d'abord des effets de cette pandémie sur la pédagogie universitaire. Ici, mes recherches sur la littérature scientifique sur la pédagogie universitaire m'ont permis, à mon avis, de saisir au moins 3 de ces effets. Et à mon sens, chacun de ces effets révèle, et c'est mon hypothèse, des qualités qu'a le corps sur la pédagogie universitaire. Des qualités bien réelles, mais que l'on a oubliées ou que l'on a niées par l'imaginaire de la liquide université. L'université liquide nous a en fait perdre de vue les qualités ou ce que le corps a de positif dans l'apprentissage universitaire. Et donc cette crise, en montrant ce qui nous manque ce qui ne marche plus lorsque le corps est absent, nous permet de révéler ces qualités. Et donc ces effets, on peut en donner au moins, on peut les répertorier en 3 champs. Le premier, c'est le champ dire que ça a été un désastre didactique. Le deuxième, dire que ça a créé une instabilité psychologique. Et le troisième, dire qu'il y a eu une perte de l'engagement social. Donc les recherches se déploient sur ces 3 champs, le champ de la didactique, de la psychologie et du social. Et on peut, je pense, tenir un propos sur ces 3 champs lorsqu'on parle de pédagogie, car la pédagogie est un domaine où interviennent à la fois la didactique, la psychologie et le social. Alors voyons ces effets un par un. Voyons ces effets un par un et commençons par le premier, l'idée de dire que le confinement a donné lieu à un désastre didactique. Peut-être que le terme désastre est un peu fort, mais à mon avis, c'est approprié. En effet, la littérature en sciences d'éducation est devenue de plus en plus abondante sur ce problème à partir de juillet 2020. On peut en voir un des numéros de Recherche et Éducation, ou au Canada, à Montréal même, je crois, la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, le volume 17 et le numéro 2 et 3 montrent vraiment ces effets-là. Mais au-delà de la littérature, ce que je veux convoquer ici avec vous, c'est aussi l'expérience personnelle. Pour ma part, je viens de donner 4 heures de cours sur Zoom, donc c'est l'équivalent logiciel qui permet de faire les cours à distance. Et le son des paroles des étudiants venait tous du même endroit. Comme j'avais un casque, le son venait que du même endroit, ce qui fait qu'il était bien plus dur pour moi d'identifier d'où venait l'endroit et qui parlait, parce que dans une salle, dans un lieu physique, on spatialise le son, ce qui fait qu'on peut savoir si la parole, la question prononcée vient en haut à gauche de l'amphithéâtre ou en bas à droite. Et cette spatialisation du son permet l'identification d'une part, une meilleure mémorisation aussi, ce qui fait que l'interaction avec les étudiants est plus à propos et plus complète. Et pour ça, il faut avoir un corps, il faut que les corps soient présents dans un espace physique et un espace social partagé, donc un territoire. Et sans cela, j'avais beaucoup de difficultés de me rappeler qui avait dit telle parole, qui avait posé telle question, parce que je n'arrivais plus à avoir cette dimension-là de l'expérience. Donc, ce désastre didactique, quels en sont les effets? Premier effet, là aussi, je le développe peu, mais je pourrais dire que les étudiants apprennent moins bien. Donc, la littérature scientifique en sciences d'éducation montre qu'il y a une inquiétude sur la qualité de l'apprentissage. Cela nous met donc face à une société où la connaissance se transmet moins bien.
ce qui posera ensuite des problèmes dans la relation études-travail. Et à long terme, on peut se demander si la qualité de la professionnalisation sur les générations futures ne va pas en pâtir. Et ensuite, cela nous donne une connaissance qui, moins bien transmise, se divise et finit par ne plus appartenir qu'à des experts spécialisés. Et si le contenu d'une connaissance n'appartient plus qu'à un petit groupe de la population, à des experts, cela entraîne une défiance de la part des autres citoyens, qui ne sont pas moins bêtes que les autres, mais la connaissance des experts leur est extérieure et donc leur intelligibilité n'est plus partagée. Alors, ces différents effets didactiques sur les étudiants, sur la société, sur la connaissance, me font dire que le corps a plusieurs qualités à ce niveau-là d'un point de vue didactique. On peut tout d'abord dire que si les étudiants apprennent moins bien dans le passage à distance, cela signifie que le corps permet d'avoir un apprentissage de qualité. Ce point me semble être évident pour l'acquisition des savoir-faire, par exemple, mais il était bien moins évident pour les savoirs théoriques. Et on en paye le prix ici. De la même façon, si on dit que le confinement nous met face à une société où la connaissance se transmet moins bien, alors on peut dire que non seulement notre corps importe pour la société, mais aussi le corps des autres. Et que c'est par la coprésence de mon corps et du corps des autres qu'on apprend d'autres façons d'être, d'autres postures, des postures professionnelles par exemple, et que c'est cette coprésence des corps qui permet d'apprendre toute une somme de savoir-faire, de savoir-être, on peut dire de compétences relationnelles, qu'il est difficile d'acquérir sans cette coprésence. Enfin, dernière conséquence dans la qualité du corps, c'est que si le confinement fait en sorte qu'une connaissance est moins bien transmise et se divise dans ce régime-là, alors ça nous permet de dire que le corps, s'il permet un meilleur partage de la connaissance, a donc également un intérêt, et un intérêt démocratique, car il permet de faire une culture commune, indispensable pour créer une communauté de valeurs et de buts. C'est-à-dire que si le corps nous permet de partager une connaissance, alors ce partage de connaissances a bien sûr un intérêt démocratique qui disparaît lorsque ces corps disparaissent dans l'apprentissage et crée les problèmes politiques que l'on peut imaginer. Voici pour donc les conséquences, on va dire, didactiques du confinement sur la pédagogie universitaire. Voyons maintenant le problème de l'instabilité psychologique. Là aussi, je pourrais prendre un moment pour repérer les différentes recherches en éducation sur la santé, mais aussi on pourrait voir maintenant, ces idées sont connues dans les journaux, et là je pense par exemple à votre Premier ministre Legault qui a fait des déclarations dans les journaux récemment, mais aussi je pourrais donner certains propos vraiment quasiment bouleversants de certains de mes étudiants. Je ne vais pas le faire ici, mais c'est cette idée-là qu'il y a vraiment des conséquences sur l'instabilité psychologique. Nommons-les, ces effets. Tout d'abord, les effets sur les étudiants. On peut dire que le confinement fait en sorte que les étudiants ont une moins bonne santé psychologique. Baisse qui entraîne ou qui provoque ensuite une baisse de la qualité de la santé générale, qu'il s'agisse d'une santé physique, psychique ou sociale. Ensuite, cet effet sur les étudiants a un effet sur la connaissance. C'est-à-dire que nous sommes ici en temps de confinement, face à une connaissance dont l'apprentissage ne se fait plus dans la joie ou dans l'enthousiasme, et que apprendre n'est alors plus un plaisir à cause de ces conditions. Or, si l'apprentissage de ces connaissances universitaires devient douloureux, difficile, alors ça a aussi un effet sur la société. C'est-à-dire que le confinement dû à la pandémie fait en sorte que nous sommes maintenant dans une société où faire des études est devenu risqué pour sa santé mentale. Je suis désolé de cette formulation un peu provocante, mais il me semble que maintenant nous sommes dans une société qui dégoûte ses futurs membres d'apprendre. Et je n'ai
pas trouvé d'équivalent dans l'histoire à cette ampleur et à ce degré-là. Et donc, ces effets sur les étudiants, la connaissance ou la société montrent, là aussi, une fois, l'intérêt du corps dans l'apprentissage. Par rapport aux étudiants, si on dit que confinés, ils ont une moins bonne santé psychologique, alors on peut dire que le corps permet d'apprendre en préservant sa santé mentale. Et qu'en général, la santé physique partagée est positive pour l'apprentissage. C'est l'expérience régulière en pédagogie du face-à-face ou du côte-à-côte. Et que cette façon d'avoir une pédagogie incarnée est bonne pour la santé psychologique des étudiants. Ensuite, sur la connaissance. Donc, si on dit qu'ici, le confinement fait en sorte que la connaissance s'apprend dans la douleur et la souffrance, alors on ne peut avoir comme conclusion que dire que le corps, lorsque l'on incarne la relation d'apprentissage, cela permet de tisser plus facilement des affects joyeux, de lier le plaisir d'apprendre avec l'intérêt d'un apprentissage. Et ce plaisir-là, ici, il va passer par le corps, indirectement. Enfin, sur la société, les effets sur la société, on peut dire que le corps permet de prendre sa place au sein d'une société et de s'engager somatiquement dans l'espace public, car on s'autorise ainsi plus facilement à être soi-même et à être créatif. Là, je peux vraiment prendre comme exemple les étudiants qui éteignent systématiquement leur webcam lors des cours, même lorsqu'il n'y a pas de problème technique, de problème de connexion ou autres difficultés. Il y a ici une timidité, une peur d'apparaître en société qui se transforme peu à peu en isolement et qui peut être vraiment dommageable, en tout cas, pour leurs études. Voici un peu quels étaient rapidement les effets sur la pédagogie universitaire liés à l'instabilité psychologique. Enfin, troisième effet de ce confinement sur la pédagogie universitaire, c'est la perte de l'engagement social. Là, c'est peut-être l'aspect qui est le moins documenté dans la recherche actuellement, car en fait, c'est un effet qui nécessite des études plus longues et un cadre méthodologique plus complexe. De plus, il est difficile à dire si cette pandémie a permis de tisser de façon plus serrée des liens sociaux ou non entre les personnes. Et je rappelle ici que je ne fais que des hypothèses. Mais essayons d'imaginer qu'est-ce que cette pandémie, ce confinement peut avoir comme effet si on le prolonge d'1 an, de 2 ans, de 10 ans. Imaginons 10 ans de pandémie avec ce système de confinement. Alors, le premier effet que l'on peut voir sur les étudiants, c'est tout simplement que les étudiants ne socialisent plus entre eux et n'apprennent plus à vivre entre eux avec des personnes différentes. Vous savez, le temps des études universitaires, depuis l'expérience d'une colocation à un voyage d'étudiants Erasmus, est un temps qui permet de socialiser et d'apprendre de nouvelles socialisations en dehors de la famille. Et donc, sans le besoin de venir physiquement dans un lieu universitaire, ces expériences cessent ou n'ont plus d'intérêt. Ensuite, deuxième effet, c'est qu'on peut supposer que c'est une société confinée sera une société où il y aura un retour de plus en plus conséquent vers la cellule familiale. On peut en tout cas en poser l'hypothèse. Par rapport aux relations d'amitié, de collégialité, ces relations d'amitié de collégialité vont peu à peu donc diminuer en importance, et donc on aura un appauvrissement de la diversité des relations sociales que l'université permettait en quelque sorte. Elle était le moyen indirect d'intégrer de nouvelles relations sociales, de nouvelles façons de se comporter, de nouvelles postures, que ici il n'y aura plus, et donc un repli vers la cellule familiale. Et enfin, dernier effet sur la connaissance, c'est que ici, la connaissance qui sera transmise via le moyen de l'enseignement à distance, ce sera un apprentissage qui ne coïncidera plus avec la découverte de nouvelles relations sociales incarnées. Du coup, on peut supposer que l'on aura un retour à une connaissance en silo, une connaissance qui sera propre aux relations sociales que l'on aura choisies, sans avoir tout le autour, tout ce qu'on pouvait développer aux marges, comme sociabilité avec d'autres étudiants, avec d'autres chargés de cours, etc.
Donc la connaissance peut en pâtir aussi. Donc ces trois conséquences sur les étudiants, sur la société et sur le corps, d'un point de vue de l'engagement social, me font dire que le corps avait au moins trois autres qualités par rapport à ce problème. Si on dit tout d'abord, je reprends l'idée que les étudiants ne socialisent plus entre eux parce qu'ils ne se côtoient plus au quotidien. Cela me permet de dire qu'un corps est ce qui permet en partie de vivre des expériences sociales nouvelles. Et que cette expérience qui vient s'ajouter au savoir appris et qui stimule l'apprentissage. Par exemple, tout simplement, l'expérience d'un étudiant Erasmus, cela mobilise son corps, bien sûr, mais cela rend possible des expériences plus larges que seulement celles de l'apprentissage. Là, ici, je ne dis rien de nouveau. Toutes les universités qui font une publicité sur les vertus ou l'intérêt des voyages Erasmus vers leur université mettent bien sûr en valeur tout ce qui est de l'ordre du sport, de la sociabilité, du territoire, etc. Ensuite, sur la société. Si on dit qu'une société confinée va sûrement, probablement en tout cas, se retrouver sur la cellule familiale, alors on peut dire qu'un corps dans nos sociétés était un outil ou était une partie de ce qui rendait possible une diversité des relations sociales et donc de multiples façons de s'engager socialement. Car et tout cela est possible s'il y a un lieu où ces relations peuvent se découvrir. Là, on peut penser à tout ce qu'on a pu découvrir grâce à notre présence physique sur la découverte de nouvelles associations, de nouveaux loisirs, de nouveaux expériences sportives ou autres, par exemple. Et enfin, sur la connaissance, on peut dire qu'un corps, c'était ce qui rendait possible une diversité et une interdisciplinarité des connaissances grâce à la mobilisation de différentes relations sociales incarnées possibles. Donc ça, c'est une hypothèse de la soma esthétique de Schusterman, c'est-à-dire que c'est notre corps qui nous permet de rendre plus fluide ou plus facile l'interdisciplinarité des connaissances. Que quelqu'un de complètement désincarné, si on était juste des cerveaux sans corps, l'interdisciplinarité ne nous intéresserait pas tant que ça, en fait. On pourrait se contenter d'un travail disciplinaire en silo et que c'est justement par notre corps qu'est rendu assez évident, en tout cas peut paraître évidente, l'intérêt de l'interdisciplinarité, donc c'est un changement dans la connaissance. Alors pour conclure ce point sur ce deuxième plan de mon exposé sur les conséquences négatives de la pandémie sur la pédagogie universitaire, c'est assez sombre, hein, je reconnais que ce ne sont pas des conséquences très, très joyeuses, parce que les trois effets du confinement qui ont été imposés par pandémie sont le désastre didactique, l'instabilité psychologique et la perte de l'engagement social. Voici un peu les effets sur la pédagogie universitaire. Tout cela reste des hypothèses, mais c'est des hypothèses dont la réalité me semble tangible et auxquelles les sciences dures ne nous encouragent pas à penser cette situation écologique et sociale de la pandémie. C'est-à-dire que pour le dire autrement, pour dire si les sciences que l'on a actuellement en notre possession, en épidémiologie ou autre, ne nous convainquent pas que la pandémie s'arrête en quelques mois, après un effort de vaccination par exemple, mais que les effets de cette pandémie peuvent se répercuter sur 2 ans, sur 10 ans, sur 50 ans. Comment va évoluer la situation de la pédagogie universitaire? Qu'adviendra-t-il des universités après cette situation? Alors là, à mon avis, l'hypothèse la plus pessimiste, mais aussi la plus facile, qui me vient à l'esprit et qui, je pense, est à l'esprit de tout le monde, c'est que les universités, si elles restent fermées, verront ainsi peu à peu leur public diminuer. Je crois que j'ai commencé à avoir des chiffres aux États-Unis sur les inscriptions des étudiants par rapport à cette difficulté-là. On peut aussi imaginer logiquement que la qualité de l'apprentissage universitaire baisse peu à peu, parce qu'il n'y aura plus justement cette mobilisation du corps qui rendait cette connaissance, cet apprentissage joyeux, sociaux, performant. Et on peut aussi imaginer que l'importance de l'université dans la vie des étudiants va peu à peu baisser, puis même l'importance de l'université dans la société va être peu à peu réduite. Bref, que considérée comme non essentielle, l'université deviendra anecdotique.
Et son institution, à la manière de l'institution religieuse, déclinera doucement et l'on visitera peut-être un jour les universités comme on visite avec nostalgie les églises actuellement. Alors, maintenant que nous avons fini cette deuxième partie sur les effets réels ou prospectifs de la pandémie à cause du confinement, essayons d'ouvrir une troisième partie. Une troisième partie plus pour ouvrir la discussion plutôt que la conclure. C'est-à-dire, cherchons des pistes. Cherchons des pistes pour l'après. Demandons-nous si une pédagogie universitaire post-confinement est possible. La première hypothèse, je l'ai dit, est négative. On l'a vu. C'est donc dire qu'il ne peut exister d'université souhaitable durablement sans le corps et sans le territoire. Donc que les universités vont peu à peu disparaître et qu'elles vont être remplacées par des écoles où il y aura principalement la fonction de l'enseignement ou des entreprises, des boîtes de formation professionnelle qui vont prendre en charge la formation pour ces professionnels, que la recherche se fera en dehors de l'université. Bref, que ce sera la fin d'un tissage entre trois fonctions qu'assumait l'université, qui était la fonction d'enseignement, de formation et de recherche. Et que si l'on détricote ce tissage, c'est également la fin d'une alliance entre étudiants, chercheurs et citoyens qui permettait à l'université d'assurer une fonction à la fois culturelle, à la fois de recherche et à la fois civique. Cela signifie, à mon idée, sur le plan des idées, que c'est la fin d'une constante occidentale qui a été millénaire. C'est-à-dire l'idée, j'essaie de le formuler clairement, c'est l'idée qu'un territoire pouvait se construire par ses habitants de manière à donner un lieu, une localité matérielle pour les corps qui véhiculent du savoir. C'est un endroit où les corps avaient le droit de se rassembler temporairement pour se réunir, échanger, partager, vivifier des savoirs, et qui ensuite repartaient pour vivifier l'ensemble du territoire. Donc, c'est-à-dire un lieu d'accueil hospitalier au savoir, aux histoires. Et à mon avis, on peut concevoir l'université ainsi, comme une maison des histoires. L'université était la maison des histoires qu'on pouvait se raconter. Alors bien sûr, ensuite, culturellement, cette idée a varié, s'est transformée et a évolué ensuite dans les imaginaires pour devenir l'imaginaire d'un temple du savoir. C'est-à-dire que là, on met l'accent sur la transmission et l'héritage des histoires du passé, des histoires anciennes, et l'université comme temple du savoir, là aussi, a été un imaginaire puissant jusqu'à notre époque. Ou bien on peut aussi voir l'université, cette maison des histoires, et la transformer pour qu'elle devienne une usine de production du savoir. Donc là, on met l'accent non pas sur l'héritage des anciennes histoires, mais sur la production et la fabrication de nouvelles histoires. Et là aussi, c'est un imaginaire qui, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, a été performant, jusqu'à cette pandémie qui révèle que ces imaginaires n'ont pas tenu face à celui de l'université liquide. Donc, il me semble qu'une université, c'était d'abord ça, une maison pour les histoires, pour les amoureux des histoires, un lieu où vous avez le droit de se reposer, de prendre du temps pour écouter, écrire de vieilles ou de nouvelles histoires. Mais s'il n'y a aucun retour à la normale, en tout cas, pas le monde d'avant, on n'est plus capable d'y revenir. Et si cet imaginaire de l'université est mort, quelles peuvent être alors les autres pistes positives pour la pédagogie universitaire post-confinement? Une autre hypothèse, un peu plus positive, mais tout aussi timide, c'est de dire que la plupart des cours resteront fermés, tous les CM seront donnés en ligne, et même on pourrait imaginer que ces CM soient reproduits à l'identique d'année en année, où on conserve la vidéo, par exemple, du CM, et que l'enregistrement vidéo de ces CM remplacera peu à peu les livres papier d'autrefois. Mais qu'en même temps de ce passage en distance, les locaux se verront peu à peu repris pour les TD d'abord, pour les petits groupes d'étudiants qui se rassembleront de nouveau avec l'idée très claire qu'ils sont là parce que leur corps et leur territoire importent et doivent être mobilisés dans leur éducation.
Donc cela permettra, par cette réappropriation de la question du corps et du territoire dans la pédagogie, une pédagogie plus expérimentale, plus corporelle, plus ancrée dans un territoire et incarnée par ses acteurs. Cette fiction, on peut la lire dans un ouvrage de science-fiction de Alain Damasio, qui s'intitule La zone du dehors, où il imagine ce genre d'université, moitié friche artistique, moitié centre social autogéré, bref, un espace redevenu peu à peu sauvage qui est mobilisé par ceux qui ont envie d'apprendre avec leur corps et leur territoire, mais qui reste marginal, ou en tout cas limité. Une deuxième hypothèse que l'on peut faire, et je vais finir là-dessus, une deuxième hypothèse plus forte, plus positive, mais plus improbable aussi, c'est celle d'imaginer que les universitaires expulsés de leurs locaux traditionnels et que ces voyages leur permettent de redécouvrir leur territoire et leur corps et se dire que si en fait il suffit d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet, alors je peux me déplacer partout pour faire mon cours en ligne. Je vais alors pouvoir sortir de la tour d'ivoire de l'université pour essaimer, pour voyager et pour finalement réatterrir sur un territoire que je pourrais redécouvrir. Donc, peut-être que c'est ici l'opportunité de reterritorialiser les savoirs et les imaginaires pour me permettre d'inventer de nouvelles fictions, de nouvelles connaissances. Cette hypothèse, elle est aussi, on peut la lire entre les lignes d'un autre livre d'Alain Damasio qui s'intitule Les Furtifs, où il imagine non plus des professeurs, mais des profs errants, donc des profs qui errent d'endroit en endroit et qui donnent leurs cours partout où cela est possible, car il n'y a plus de lieu physique public pour faire les cours, et eux se déplacent de ville en ville, de lieu en lieu, pour pouvoir donner leurs cours, et cette mobilité qu'ils ont subie d'abord, qu'ils se sont emparés ensuite, leur a donné des connaissances, des méthodes de transmission, bref, tout un art de transmettre différent, car il s'inscrit dans le territoire. Donc, voici un peu pour les pistes positives, et donc je conclus parce que ça fait déjà 3/4 d'heure que je parle, en posant cette question. Quels seront alors les futurs imaginaires de l'université? Honnêtement, ma réponse là est très honnête et vous dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai lu dernièrement des indices intellectuels à mon sens pour me dire que d'autres imaginaires sont possibles. Par exemple, je pense à Vinciane Després dans un petit livre qui s'appelle dans un petit livre qui s'appelle Habiter en oiseau, repense le territoire et définit le territoire comme un dispositif d'enthousiasme. Donc le territoire serait un dispositif d'enthousiasme. Non plus un espace à protéger, un espace à défendre, un espace de compétition ou un espace d'acquisition de ressources, mais un dispositif d'enthousiasme. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais il me semble que là, il y a des choses à réfléchir. Et le deuxième indice, c'était Isabelle Stenger, qui, dans un petit livre intitulé « Résister au désastre », pose la question suivante. Que peut-on fabriquer aujourd'hui qui puisse être éventuellement une ressource pour ceux et celles qui viennent? Que peut-on fabriquer aujourd'hui qui puisse être éventuellement une ressource pour ceux et celles qui viennent? Et à cette question, elle répond: une grande partie de nos efforts me semble devoir être consacrée à la fabrication de fictions d'hospitalité. Alors là aussi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, la fabrication de fictions d'hospitalité, mais cela me donne l'idée qu'il est peut-être possible quand même d'imaginer une université hospitalière qui serait plus ancrée, plus attentive et vivifiée par son territoire. Un territoire dont elle reprendrait soin physiquement, socialement et mentalement. Un endroit où on se mettrait de nouveau à écrire des histoires et où chaque corps aurait le droit d'être accueilli et de raconter ses histoires aux autres. Bref, un lieu où une pédagogie joyeuse, incarnée et terrestre serait possible. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.